Bonjour à tous. Gabriel Agbeyome Kodjo est placé sous contrôle judiciaire depuis le 25 avril 2020 par le juge d'instruction au Togo. L'opposant qui s'était autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 22 février dernier a interdiction de quitter le Togo sans autorisation et il ne doit non plus faire de déclaration tendant à la remise en cause des résultats de la présidentielle du 22 février dernier. Il est également interdit de tout propos, déclaration ou attitude tendant à remettre en cause ou de saper l'ordre constitutionnel et institutionnel. Ces mesures sont prises dans le cadre de sa poursuite pour atteinte à la sûreté de l'État, contraint désormais au silence et confronté aussi par ailleurs à l'omerta de ses anciens alliés politiques. Agbeyome Kodjo ne semble plus disposer d'assez de marge de manœuvre. Question alors, quel avenir pour l'opposition togolaise? C'est la principale question. On débat sur votre émission Angle de vue de ce jour avec nos invités. Emery Olabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, juriste, spécialiste des questions internationales. Merci d'accepter notre invitation. Merci. En face de vous, un habitué aussi de ce plateau, M. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, écrivain, expert en communication politique. Merci aussi de répondre à notre invitation. Plaisir. Je reste avec vous. On sait que le début de cette crise a été donc l'autoproclamation, disons, de Agbeyome Kodjo, voilà, après les résultats de ces élections. Lamine Cissé, éternelle, ou j'allais dire récurrente préoccupation, question en Afrique. Toujours à la fin des élections, il y a toujours une contestation, notamment de la part de l'opposition, qui se réclame toujours vainqueur, disons, du scrutin. Oui, toujours sauf des exceptions près. Bon, je voudrais dire la Toujours. plupart. Voilà. Oui, évidemment. Vous savez, la transparence des élections, souvent c'est en amont et en aval. On a traité cette question ici sur notre plateau. Souvent, la transparence n'est pas, c'est pas il n'y a pas une succession. C'est-à-dire que elle n'est pas faite en amont et en aval. Soit souvent c'est en aval où on va chercher la transparence. Bon, maintenant, je crois que nous avons eu des pays modèles phares qui passent aux élections. Et prenez le Ghana, par exemple. Ouais. Depuis que Rawlings est allé à la démocratie, un militaire, il a dit « Je veux désormais que les élections soient transparentes ». Et cette marque est une empreinte. Ça reste au Ghana jusqu'à présent. Vous voyez, c'est au Ghana où l'alternance se fait. Un président, 5 mandats, 4, un seul mandat, il est renversé par le peuple parce que le peuple est souverain à partir des lois. Mais par ailleurs, par exemple, le peuple n'est pas souverain par rapport aux lois. C'est un homme qui est souverain par rapport aux lois. C'est l'homme qui imprime sa volonté et que la justice, tous les corps de compte, tout le monde se met au travail pour satisfaire un homme. Donc c'est pourquoi le problème de démocratisation se pose réellement avec acuité. C'est la raison pour laquelle, si le système électoral n'est pas transparent, c'est des contestations à la fin des élections. Et est-ce qu'au Togo, principalement, c'est vrai que ce n'est pas forcément le thème en débat, l'élection n'était pas partie de façon éclopée déjà avec les exigences de l'opposition, qui n'avait-on pas eu, comment dit-on, satisfaction? Est-ce que tout n'était pas pipé au départ, même si on sentit quand même au résultat, disons, des institutions? Non, au Togo, je n'avais pas de doute que le président Faure allait gagner les élections. Je n'avais aucun doute par rapport à ça. Maintenant, mon problème est que c'est le taux qui m'a un peu surpris. 78%. Voilà, c'est ça qui m'a un peu surpris. Je dis, bon, l'opposition est aussi faible. Mais quand on analyse, par exemple, le processus du combat de l'opposition, ils ont commis pas mal d'erreurs. Par exemple, le fait de boycotter les élections législatives ont été une erreur fondamentale. Parce qu'il faut être représenté à la base. Et si la base ne vous voit pas, ceux qui sont à la base, en grange, forcément les voient. Donc ça, c'était une erreur de coaching par rapport à l'opposition. Parce qu'il ne faut pas aller... Il faut absolument obtenir... Parce que le problème, leur combat était que le président Faure ne soit pas candidat. Justement. Et moi, je pense que leur combat devait être que le processus électoral soit transparent. Parce que si c'est transparent, c'est le peuple maintenant qui tranche. D'accord. On va revenir tout à l'heure un peu sur... Donc voilà un peu ce que moi je dis. Moi, je pense que Adema a gagné, et Faure a gagné les élections. Parce que l'opposition est partie faible, et divisée d'ailleurs. Très faible et divisée. D'accord.
Emery Olabi, sur la victoire de Fort Yacine, l'ami si s'est parlé tout à l'heure quand même du tour, 70,78%, 19,46% pour Agbeyome Kodjo, Jean-Pierre Fabre, lui qui s'en sort avec 4,68%. Toujours contestation, bien pour la plupart, en principe, les pays, constat dans les pays francophones, je voudrais dire. Oui, c'est vrai, c'est une ritournelle. On est devenu habitué à cette manière de contester les élections systématiquement dès que l'opposition les perd, c'est vrai. Mais c'est parfois des constatations qui peuvent avoir des fondements si l'opposition était organisée, si l'opposition s'était dotée d'une méthodologie, de certains moyens pour pouvoir assurer le comptage des voix. Oui, mais c'est pas forcément ce à quoi nous avons assisté au Togo, par exemple. Ils sont partis divisés, M. Lamine le disait précédemment, ils sont partis divisés. La coalition qui a été formée quelques années plus tôt avec le C14, bien sûr, avec 14 partis, évidemment C14, avec tout l'appui de la population, parce que nous avons vu les marches qui ont eu lieu il y a quelques années au Togo. C'était vraiment significatif. On voyait qu'il y avait un ras-le-bol, il y avait une certaine envie de la population d'obtenir un certain changement. Oui, mais ces leaders d'opposition se sont fouvoyés. Il y a eu de l'incohérence, de l'incompréhension, un manque de confiance terrible, ce qui a fini par diviser les membres du C14 avec des départs, des erreurs très stratégiques, la non-participation aux élections législatives, alors que c'était le siège de la politique de l'Assemblée nationale. Comment peuvent-ils prendre part aux élections? Ce qui leur aurait permis de désigner Emery, alors qu'ils ne sont pas sûrs, disons, du processus, pas garanti pour y aller. Est-ce que la politique de la chaise vide, la politique de la chaise vide n'a jamais été une stratégie. C'est toujours une erreur. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose, une amélioration, et estimer que vous devez rester en retrait. Vous devez rester proche et surveiller de plus près. Nous sommes en politique. Même si vous partez éclopé ou avec... Éclopé ou pas, vous ne faites pas la politique de la chaise vide. On a vu dans ce pays, ici, chez nous, au Bénin, l'union... précédemment, c'est l'Union fait la Nation, je crois. Voilà, l'Union fait la Nation, qui avait fait la chaise vide à un moment donné. Mais ils ont eu un échec puissant. Donc, la politique de la chaise vide, c'est une erreur. Et je le disais, c'était par rapport à l'EPI, ce qui a finalement justement où il disait aux gens de ne pas sortir. Le fameux chaos que nous avons eu. Donc, vous voyez, ce n'est pas une école qu'il faut... qui fait des émules dans le sens positif, je veux dire. La politique de la chaise vide, c'est un échec assuré. En plus de cela, non seulement qu'ils ont fait la politique de la chaise vide, ils étaient divisés, ils n'avaient pas de stratégie réelle. La population qui était le réel soutien à la base en avait marre parce qu'elle se faisait taper, elle se faisait tirer là-dessus. Évidemment, la confiance était partie en vrille. C'est une réalité. Maintenant que le président Faure ait fait 70%, c'est pas... Cela peut étonner plus ou moins, mais c'est peut-être fondé aussi. C'est possible qu'il ait fait les 70%, parce que ces dernières années, le président Faure a engrangé assez de succès économique. Elle a fait des bons très remarquables. Justifiant ce taux, selon vous? Oui, c'est possible, parce que là où vous échouez et que les autres sont déçus, ils ne sortent plus. Mais le président Faure a des partisans. Ils vont sortir massivement pour aller voter. Et si là où vous ne sortez pas et que les autres sortent de façon très massive, évidemment, ça va donner un résultat. Ça va donner un résultat. Et même si on prenait la thèse selon laquelle le président Faure n'avait pas fait 70% et que c'est peut-être un trop, peut-être qui a été gonflé, je dis peut-être, mais qu'a fait l'opposition pour s'assurer que les voix qu'elle a obtenues
si dans tout le processus, comptabilisés et nous donner une preuve matérielle. La Messi, est-ce que forcément pour ces élections qui s'organisent souvent dans les pays francophones, est-ce que l'opposition pour la plupart ne part pas déséquilibrée? On sait souvent que les réclamations ne sont pas prises en compte. Chef d'État puissant, il dispose de l'armée, il est majorité partout dans les institutions. Est-ce que ça n'est pas forcément la conséquence de résultats que plutôt un défaut de stratégie de l'opposition? Non, c'est pas souvent cela. Quand vous prenez le cas du Sénégal, par exemple, on a fait des coups d'État constitutionnels et institutionnels. On a mis des gens en exil, par exemple. Prenez le cas du Bénin également. Combien d'opposants sont en exil? Et les élections passées législatives, toute l'opposition significative pendant 30 ans n'ont pas participé. Est-ce que ça, c'est de la faute de l'opposition? Non, moi, c'est ce que j'appelle des lois qu'on crée pour éliminer. C'est ce qui se passe, c'est devenu à la mode. Avant, on faisait des coups d'État militaires, mais maintenant, c'est les institutions qu'on prend pour éliminer des adversaires politiques. C'est-à-dire que vous êtes sale si vous n'êtes pas avec le pouvoir, mais vous êtes très propre si vous êtes avec le pouvoir. Nous l'avons vécu partout ailleurs, surtout dans les pays francophones. Au Sénégal, nous avons été victimes de cela. Abdoulaye Wade, quand il est venu, il a fait la transparence, il a fait avancer la démocratie. Sinon, il n'allait pas tomber en 2012. Parce qu'il a voulu que l'élection soit transparente. Donc Macky Sall est venu. Quand Macky Sall est venu, il a déboulonné tout ce qui était là pour créer une dictature démocratique. C'est ce que j'appelle la dictature démocratique. Donc est-ce que ça, c'est la faute à l'opposition? Vous créez le parrainage, et ce parrainage-là, sur 25 candidats, tu as déclaré que tu veux avoir que 5 candidats avant le parrainage. Et les résultats du parrainage avec les juges qui ont été achetés, etc., qui sont à la solde du roi. Moi, j'appelle ça roi. Même le roi n'agit pas comme ça. Qui sont à la solde du roi. Et ces juges-là font de telle sorte qu'avec les machines, personne ne maîtrise rien. Ils ont sorti le chiffre de 5 candidats. Ils ont éliminé combien de candidats? Plus de 20 candidats. Et des candidats, des ténors, des gens qui étaient des notables, qui avaient la même propre, qui pouvaient créer la différence. Tu vas seul aux élections, et au deuxième tour, tu vois comment ça s'est passé. C'est tout le top électoral. Donc, dans ce contexte-là, je crois que avoir, n'est-ce pas, un régime, comme un régime militaro-marxiste, qui était au Bénin, avec le président Mathieu Kérékou, qu'on sait que ça, c'est le régime militaro-marxiste. On est le régime de Rawlings, qui est venu pour révolutionner. On sait qu'eux, ils sont venus pour un objectif. Que de dire, de porter le boubou de la démocratie et être pire que le régime dictatorial. Voilà. C'est ce qui se passe, en réalité. Malheureusement. Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui se passe au Togo. Mais d'une manière globale, quand on analyse, c'est ce qui se passe dans les pays francophones actuellement. D'accord, malheureusement. En tout cas, Aboyome Kodjo, on sait très bien, après une 3e convocation à laquelle il ne s'était donc pas présenté, il a été arrêté de force, voilà, conduit devant le juge d'instruction, quelques jours de garde à vue, et puis placé finalement sous contrôle judiciaire, interdiction, comment dit-on, de sortie. Alors, Emery Olabi, c'est vrai, c'est une décision de justice. Contraint totalement au silence pour le moment, il restera-t-il dans le cadre, selon vous, obligé de respecter? Avant de dire un mot sur cette question, moi j'aimerais juste rappeler, pour ma part, et ça reste ma position, je pense en fait que ce qui arrive aux oppositions en Afrique sont parfois de leur faute. Contrairement à ce que M. Lamine a développé tout à l'heure, on dit que c'est parfois la faute des dirigeants nouvellement installés et du pouvoir exécutif qui met en place des lois scélérates pour bloquer. Non, je pense que parfois c'est de la faute même des opposants. Parce que parfois, ils prenaient le cas du Bénin, mais les lois qui ont été votées par des députés, ces députés qui n'ont pas pu participer aujourd'hui aux élections dont on parle. Donc, c'est-à-dire que qui était majoritaire. Qui soutenait les actions de mouvement, je voudrais dire. Mais c'est-à-dire que vous participez à quelque chose, vous votez, et ensuite après, vous vous plaignez de ce que ça a été mis en place de façon où c'est pas ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que nous avons des oppositions qui parfois manquent
de vigilance ou qui manquent de sincérité avec eux-mêmes, qui manquent de méthode et de stratégie. Donc, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, pour ma part. Cela reste cela. Les lois, une fois qu'elles sont votées de façon démocratique, elles s'appliqueront de façon démocratique. On parle pas pour ma part. Pour user de stratégie, d'accord. Pour ma part. Tout de même, ouais. Pour ma part. Et donc, pour revenir à votre question sur... Aguiome Kodjo, voilà, qui est contre au silence. Voilà, vous mettez le pied sur le serpent avec les risques qui vous mordent. C'est-à-dire que vous avez échoué, on a déclaré, la communauté internationale a reconnu, quasiment validé les élections. C'est la formule consacrée, la méthode consacrée. Oui, mais c'est-à-dire ça a été légitimé, c'est-à-dire que même si... Non, je ne conteste pas. Oui, voilà. Mais alors, une fois que le processus est fait, que la CEDEAO, l'Union africaine, certains... déclarent reconnaître l'élection du président, vous faites quoi? Vous faites amende honorable, vous retirez, vous vous repliez. Mais là, qu'est-ce que vous faites? Il doit plus ouvrir la bouche, selon vous. On vient de le contraindre totalement au silence. Précédemment, je disais dans mon intervention que si vous avez des preuves matérielles, que si vous avez pu mettre en place un système pour compiler vos trucs et apporter les preuves, vous avez mis en place, un peu comme ici nous avons vu en 2016, certains candidats disposaient d'états-majors avec un système mis en place et qui leur permettait d'avoir des résultats par bureau de vote et de faire leur propre compilation et de confronter la Sénat. Oui, évidemment. Là, nous allons dire que oui, mais vous n'avez aucune preuve matérielle concrète et palpable où vous avez pu exhiber. Vous êtes oui, on a gagné, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais maintenant, ce n'est pas le plus dramatique dans l'histoire. Le plus dramatique, c'est que une fois la personne a été élue, a été légitimée, reconnue, l'élection validée, vous prenez le risque de violer l'ordre public en utilisant les armoiries de l'État, en signant des décrets présidentiels, en formant des régimes parallèles. On se retrouvait un peu dans le cas du Gabon avec Jean Ping. Mais où est-ce que nous en sommes? Il estime que, oui, Lamine Cissé. Bon, vraiment, moi je pense qu'il faut que... Je suis un porte-fou. Je suis totalement opposé à son analyse par rapport à l'opposition. Ouais. Quand tu prends le modèle du Bénin, depuis 1990, 30 ans, est-ce qu'il y avait un problème? 30 ans, moi, je participais à une démocratie de la fête, de la réjouissance, de la participation populaire. Est-ce qu'il y a eu un problème? Pourquoi subitement il faut bâillonner l'opposition, il faut enfermer les autres, il faut tirer sur les populations, etc. C'est ça? L'opposition a quoi à faire dans ça là? Il a quoi à faire? Quelle est la force de l'opposition? Et quand vous allez au Sénégal, depuis le code électoral consensuel de 1992, tout allait bien. L'alternance Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, l'alternance Macky Sall. Lui, il vient maintenant, il met les gens en prison, il isole les gens, il crée des lois, il scélérate, il bâillonne tout. L'opposition se met dans la rue, on les matraque, on les met. Ils vont faire quoi? C'est la volonté d'un homme. La justice est corrompue. Les codes, c'est-à-dire que tout est corrompu, tout est acheté. La Cour constitutionnelle qui doit être le garant de la Constitution est achetée. L'opposition va faire quoi finalement? Qu'ils aillent à l'abattoir? Non, je dis, écoute, quand on veut une transparence démocratique, ça se fait. Un président qui veut que le pays soit dans la transparence démocratique, il a le moyen, les moyens de le faire. J'ai donné des exemples. Prenez le Ghana à côté de nous, ici, là. C'est un modèle en Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai suivi Rawlings. J'ai même écrit le Ghana de Jerry Rawlings dans mon roman. Parce que je l'ai tellement suivi que cet homme-là, je viens. Les dernières élections qu'on vient de finir, non, je ne fais pas de jugement. L'opposition a gagné. Attends, je ne suis pas. L'opposition ne gagnerait pas. Je ne suis pas en train de faire des jugements de valeur par rapport aux faits spécifiques. Je fais des jugements globaux par rapport au processus. Quand même, j'ai été acteur de la conférence nationale des forces vives de la nation aux côtés du président Mathieu Kérékou. À cette époque-là, j'étais dans les coulisses avec lui. Je sais combien de fois cet homme-là a voulu sortir le pays des problèmes. J'ai dit, il suffit de la volonté de nos chefs d'État. D'ailleurs, il suffit de leur volonté pour que ce système néocolonialiste disparaisse et que les populations bénéficient des ressources de leur pays. Il suffit de leur volonté. Mais ils n'ont pas de volonté, ils n'ont que de volonté que de ce qu'ils veulent eux-mêmes. C'est-à-dire que le chef d'État qui s'est réveillé, ses humeurs, le pays doit fonctionner selon leurs humeurs. Alors que ce qui fait très mal, vous le savez,
ils sont des employés du peuple. Justement. L'avion présidentiel, le palais présidentiel, les ressources du pays, la puissance publique appartient au peuple, c'est pas pour eux. On est d'accord. Mais on les met à un niveau où on leur confie tout le pouvoir. Ils utilisent ce pouvoir-là contre ce peuple-là. Mais il faut se battre contre ce système-là. C'est ce qu'on appelle le système néocolonialiste, le système impérialiste. Parce que nous n'avons pas des chefs d'État patriotes qui aiment leur population. Mais quand même, regardez dans le processus de l'intégration ouest-africaine, la CEDEAO, jusqu'à présent, ça fait combien d'années on traîne? Parce que... La volonté politique. Non, voilà, c'est des problèmes des pays qui sont au sommet. À la CEDEAO, on ne peut pas les traiter au sommet. Il faut que chaque pays traite son problème individuel. Ou bien la CEDEAO soit une institution garante des libertés. Mais aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO, ceux qui saisissent la Cour de justice de la CEDEAO, d'accord, leur décision... La mise c'est sur la question que je posais à... Alors pour Agboyem Kodjo, est-ce qu'on vient de le contraindre totalement? Non, il s'est contraint lui-même. Il s'est contraint lui-même. Il faut une discipline d'État. Agboyem Kodjo n'est pas nouveau dans la scène politique togolaise. Il a été directeur de la SONACOM. Il a été, je dis, ministre de l'Intérieur. Il a été ministre de Jeunesse et des Sports. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Mais ce monsieur-là n'est pas nouveau sous Yadema. Il connaît l'État, le fonctionnement de l'État. Il fait exprès. Alors moi je dis, ce monsieur-là qui a bénéficié, n'est-ce pas, du pouvoir père, il a été directeur général du port autonome pendant 6 ans à Lomé. Ce monsieur-là, il est un puissant du régime Yadema. Ok. Aujourd'hui, je crois que lui, c'est pas lui qui devait avoir cette attitude de défier l'État. Parce que c'est un homme d'État. Il est un homme d'État. Et un homme d'État, tu es astreint au secret d'État. Tu es astreint à ne pas avoir une certaine attitude. Parce qu'en fait, on ne peut pas voir une cour constitutionnelle avec tout ce que les observateurs, etc., qui viennent, comme ils viennent de le dire, qui viennent de déclarer un résultat, et que toi, tu te mets de l'autre côté. Mais ce qui est surprenant est que lui, il gagne dès le premier tour. Et c'est ce qu'il réclame. Et ça, c'est surprenant. Pour moi, c'est impossible que lui, qu'il puisse... Par quel instrument il peut gagner dès le premier tour? Il estime que les élections, pour ses militants abondamment voté quand même pour lui. Non, et je crois qu'il sait qu'il n'a pas gagné. Il veut créer un désordre tout simplement. Mais Agboyem, il connaît l'État, comment ça fonctionne. J'ai été reçu par Yadema, il était là. Moi, j'ai été reçu par Yadema, il était assis là, en tant que Premier ministre, avec ma délégation dans le cadre de l'Union des ressortissants de la CEDEAO. Ok? Pendant 2 heures d'horloge, on était là avec le président Yadema. Il était là. Alors donc moi, je pense que je n'accepte pas sa manière de faire. D'accord. Va-t-il briser le silence? Va-t-il briser le silence? Ouais. Faut dire quoi? Que veut-il dire? Ben, vous avez perdu. C'est vrai, il a le club de la justice. Vous revenez au taquet un peu plus tard. Ouais. Oui. Quel match vous demandez pour lui? Voilà, c'est vrai, sans doute la justice lui dit, vous ne parlez pas, vous ne quittez pas le territoire sans autorisation. D'ailleurs, l'affaire n'est donc pas close pour le moment. Vous pensez qu'il est totalement il avait la voie de faire la contestation électorale devant la Cour constitutionnelle, d'où vient un contentieux électoral. Mais on sait comment ça se fait. Mais non, on ne sait pas. C'est-à-dire que ce conseil, pour lui. Mais il aurait dû le faire. C'est-à-dire qu'il aurait dû prendre les voies légales, épuiser les voies légales, et peut-être qu'il aurait eu davantage de soutien. Mais évidemment, le silence de ses alliés. De ses anciens alliés. Oui, évidemment, ça peut se comprendre, parce qu'ils se disent, mais ça ne sert à rien d'affronter l'État. On a perdu, on se replie et on revient au taquet. Vous êtes parti éclopé déjà, vous êtes parti divisé. Maintenant, vous avez perdu. C'est pas le moment maintenant d'aller affronter le pouvoir. Et il disait tout à l'heure, Monsieur Lamine, Monsieur Agboyem Kodjo, il se réclame un héritier du père et il se réclame héritier
du passif, si on veut. Il aura du mal, en fait. Et il était même parti avec des suspicions avec de ses alliés. On ne croyait pas tellement en lui. On se disait qu'il allait pouvoir duper et qu'il était peut-être même de mèche avec le pouvoir en place. Donc, les gens ont du mal à lui faire confiance, à le suivre dans cette voie. La population aussi, on a pu voir. Ils ont appelé au boycott, ils ont appelé ensuite à manifester pour dénoncer la réélection de fois, mais on a vu le monde qu'il y a eu dans les rues de Lomé. C'était pas grand monde, parce que la population aussi en avait marre de ces échecs, de ces mésententes entre les opposants, de ces conduites, et personne n'avait envie de se faire encore tirer, voilà. La musicienne, on sait que, disons, la coalition C14 a été beaucoup affaiblie avec le départ notamment de certains ténors, tels que le président de l'ANC, voilà, Jean-Pierre Fabre, qui est donc parti. On sait aussi qu'il y a la dissension interne. N'oubliez pas cette affaire de 30 millions qui serait un don de chef d'État de la région qui les a fait tellement tirailler, obligés de venir se lâcher ou bien s'accuser dans des médias au Togo. Est-ce que finalement, avec ce silence, disons provisoire, peut-être on peut qualifier de ça, est-ce que pour d'autres opposants, d'autres leaders tels que Jean-Pierre Fabre, c'est une petite porte qui s'ouvre désormais encore ou voilà. Pour Jean-Pierre Fabre, je voudrais dire. Non, Jean-Pierre Fabre, moi je crois que c'est le véritable opposant togolais. Hein. Jean-Pierre Fabre a été toujours un opposant. Peut-être que 3 fois déjà élection présidentielle, sans résultat. Je crois qu'il faut le reconnaître. Il a été toujours constant dans sa position et qu'il est un gentleman parce qu'il pouvait aller à la contestation. C'est ce qui est paradoxal. Hein? Lui qui n'a jamais été dans le pouvoir d'État pour dire bénéficier des largesses, il a été toujours à la périphérie pour se battre avec le peuple. C'est lui qui a mis de l'eau dans son verre, qui s'est mis de côté comme un gentleman. Je pense que ça peut payer. Ça peut payer. Son attitude peut payer parce qu'en fait, je pense que le peuple togolais peut lui être reconnaissant à un moment donné pour dire... Ils sont dans un processus. Alors, ce que moi, j'apprécie un peu par rapport au processus électoral au Togolais, c'est que le président Faure a mis les conditions qui permettent à une opposition certaine, n'est-ce pas, de bénéficier de certains avantages qui leur permettent de s'exprimer sur le terrain. Et je pense que l'attitude de Jean-Pierre Fabre est très encourageante pour une alternance. Une alternance paisible et crédible. Il s'en sort quand même avec 4,68%. Ouais, mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Par exemple, au Sénégal, vous voyez les élections législatives, Ousmane Sonko avait 30 000 voix aux élections législatives, mais 2 ans après, il est venu avec 755 000 voix. Et il a été le challenger presque du président Macky Sall. C'est pas ça. C'est le travail qui paye et la constance et le fait d'être... n'est-ce pas, de ne pas être dans la contradiction des actes. Parce que moi, je dis, à Boémé Kodjo, j'étais à sa place, j'allais créer un autre environnement qui ne soit pas cela, parce que j'allais me rappeler que moi, au moins, ce pouvoir-là m'a donné quelque chose. L'État togolais m'a donné quelque chose. Le peuple togolais m'a donné quelque chose. Donc, à ce stade, il ne devait pas y avoir de différence, non, même de différence politique. Il devait y avoir des différences politiques entre lui et le fils, peut-être. Mais pas fondamentalement de vouloir mettre en cause l'État. C'est ça qui est mon problème. Okay? Parce qu'il n'est pas dans cette dynamique de mettre en cause l'État. Alors que Jean-Pierre Fabre, moi je pense qu'il a préféré se séparer avec Gilles Christ Olympio, qui était son mentor d'ailleurs. Ouais. Parce que tout simplement, lui, il voulait rejoindre le gouvernement et je lui donne pleinement raison. On fera cette analyse après. Mais malgré cela, lui, il a continué à faire cavalier seul en changeant le nom de son parti. Mais toujours, il y a le changement. Puisque là-bas, c'est UFC, ici, c'est ANC. Toujours, il y a le changement. Donc, il est toujours dans une dynamique de changement. Je pense que ça finira par payer. Une place s'ouvre à lui, Emery Olabi, Jean-Pierre Fabre. Oui, il est venu 2 fois, cette fois-ci il est 3e. Il était 2e les 2 dernières élections. C'est possible.
on ne peut pas prédire... Est-ce qu'avec de le même, temps, parce qu'il sans faut doute compter aussi, c'est avec vrai le que combat... Titi Adam, il est en exil, et il reste... L'opposition va se reformer autour de quelqu'un de crédible. Et là, Agbeome Kodjo, je pense qu'il vient plutôt de griller ses cartes. Déjà qu'il n'inspirait déjà pas confiance au départ et tout. Et là, je pense que oui, probablement, Jean-Pierre Fabre, il a une carte à jouer. Il a une carte à jouer. Pour rebondir pour rebondir, oui. Mais il ne faut pas exclure que de nouvelles personnes peuvent apparaître dans le paysage politique, oui, évidemment. Et tout changer. Donc, je reste... assez relatif sur la question. Alors, sur la question, comment dit-on, peut-être une figure nouvelle peut donc émerger, peut-être prendre la place, nous sommes dans le monde politique, un peu comme on avait vu Tipi Hatchadam quand même, comme un effet de paille, quand même venir mobiliser un peu à la base, ce qui faisait quand même beaucoup trembler. Fort n'a plus de soucis quand même, cette fois-ci, dans sa gouvernance. Petit se dit... bof, une opposition me colle finalement à la paix, je peux dérouler finalement en toute tranquillité mon quinquennat. Non, Fort, je crois qu'il n'a pas de souci. M. Agbeome Kodjo ne pose pas de souci à Fort. Hein. On ne peut pas lutter contre l'État. Oui, évidemment, mais peut-être si on le laissait, si on lui disait pas de déclaration officielle, s'il était en tout cas beaucoup plus libre. On ne peut pas le laisser. Puisqu'en fait, Agbeome Kodjo il n'a pas une armée. Il n'a pas la puissance publique. C'est un homme avec sa position, ses revendications, et il va à l'encontre des principes de l'ordre public. Voilà. Donc voilà un peu, on peut dire qu'il veut, comment vous appelez ça, apporter atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'en fait, quand vous allez à une certaine position, même si c'est verbal, c'est que vous êtes en train de porter atteinte. Bon, je ne dis pas, il a la population, une certaine population derrière lui. Donc voilà un peu la position qui fait qu'il ne pose pas de problème à Fort, mais il faut le museler et l'amener à la raison. Ça, c'est le rôle régalien. Mais Fort est en train de dérouler son programme. Il est en train de travailler. Parce qu'en fait, je crois que c'était beaucoup plus difficile, juste au moment du décès brutal du président Eyadema, que maintenant. Parce que je disais, le Togo a évolué dans la mentalité, dans la façon de faire, a évolué. Parce que au moment où le père est décédé, et maintenant, il y a une différence fondamentale. C'est ce que j'ai dit, il y a deux contextes différents. Le contexte aujourd'hui togolais, l'opposition peut gagner les élections et prendre le pouvoir et gouverner sans être inquiété. Mais dans l'autre contexte, il n'était pas possible qu'une opposition qui ne soit pas Eyadema prenne le pouvoir. La CEDEAO en a fait les frais. Nous, en tant que société civile, on était sur le terrain, on a vu. Mais les gens nous disaient, attention, si on ne met pas Fort là, le pays va brûler, les militaires menacés. Donc, c'était un problème spécifique togolais. Aujourd'hui, nous sommes dans une progression de la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, on a assez de jeunes dynamiques, formés, qui sont prêts à prendre la relève. Même dans le parti de Unir de Fort, mais il y a des gens qui peuvent le remplacer tout de suite. Donc, dans les autres partis également, il y a une jeunesse dynamique qui est là. Donc, la démocratie va vers l'apaisement au Togo. Moi, c'est ce que je salue. Oui. Quand on sait le régime qui était auparavant, justement. Et maintenant, vraiment, il y a une grande évolution. Et je ne vois pas un opposant qui, parce qu'il veut être candidat, a été contraint de ne pas être candidat. Le jeu était ouvert. Maintenant, c'est le processus le processus électoral. Peut-être qu'il faut voir ensemble. On en vient en fait à un niveau de maturité où l'ancienne classe politique va disparaître et va laisser place à une nouvelle classe jeune, dynamique, qui est en train d'émerger, mais qu'on voit pas encore. Mais c'est pour ça que sous l'ombrage quand même de ceux qui sont. Et c'est pour ça que je disais que les prochaines années peuvent laisser éclore de nouvelles personnes dans l'univers politique togolais. Et donc il va falloir compter avec ces nouvelles personnes qui vont forcément arriver. Parce que le président Faure,
il lui reste encore un dernier mandat, il lui reste encore 5 ans après celui-ci. Oui. Donc, encore peut-être quoi... Bon, officiellement, en tout cas, pour ce qu'il a dit, on a vu... Il faudrait ajouter ça aux âges des principaux challengers actuellement de l'opposition, pour voir s'ils ne vont pas faire Dieu si la population en a déjà marre de les voir se tirailler et tout. Donc, le besoin de changement va s'installer. Il s'installe déjà progressivement là. Et dans 9 ans, il y a beaucoup de jeunes qui vont émerger. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont d'un certain âge, de jeunes, je parle de la jeune couche, qui vont passer à une autre étape. Donc, voilà, je pense qu'il y a à faire. D'accord. Lamine Cissé, avant les élections, on a suivi Faure Gnassingbé dans une interview qui dit « Je ne me sens pas l'âme de dictateur », un peu pour dire ce que les gens me reprochent. Ils disent parce qu'il a un patronyme qui est Gnassingbé, on est là depuis 50 ans, mais que finalement les gens ne regardent pas son bilan et beaucoup s'attaquent quand même à ce qui est là. Mais lui-même aussi, le chef de l'État, si on doit respecter quand même une constitution qui est donc en place pour 2 mandats, il a quand même aussi travaillé à être là et à pérenniser quand même le régime. Parce qu'une fois encore, il y a sans doute aussi mieux que lui pour gérer le Togo, non? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il a été victime de son nom de famille. Mais il est l'opposé de son papa, c'est vrai. Ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi nous... Même s'il a son grand frère toujours en prison, Pacha. Oui, d'accord, son grand frère. Ce sont des distensions internes. Non, Pacha, oui, Pacha que je connais d'ailleurs. Oui, qui est toujours en prison. Des distensions internes familiales. Oui, ça, mais reste qu'il est en prison. Non, je crois reste que... Les distensions internes, c'est non, pas du tout. Mais reste quand même qu'il était un gros challenge. Je pense que quand on met son frère en prison, pour raison d'État, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin pour raison d'État également. Ça, c'est un signal fort. Je vous rappelle que le président Rawlings avait fusillé un de ses neveux parce qu'il a créé une loi et le neveu a violé la loi. Comme il fusillait les autres, ils ont fusillé le neveu pour dire que nous sommes dans une dynamique. Donc, je dis que Pacha que je connais, que je respecte beaucoup parce que c'est un homme très généreux. Je connais sa femme qui est une Guinéenne. Mais je suis en train tout simplement de dire qu'il a raison quand il dit c'est le nom. Évidemment, c'est le nom. Je serais peut-être à la place des Togolais. Je serais fatigué de voir le même nom. Je les comprends. Mais moi, en tant qu'observateur indépendant, ancré dans la société togolaise, moi, ce que j'analyse est que quelles sont les améliorations, quels sont les changements radicaux qui ont été faits. C'est-à-dire que quelle comparaison nous pouvons faire dans le temps. Voilà, justement. Moi, c'est ça, en fait, pour dire quel est l'intérêt du peuple togolais et quel est l'intérêt de la population ouest-africaine. Parce qu'en fait, nous sommes tous des citoyens de la communauté. Hein. Je vais au Togo, partout, vous êtes chez vous. Tout à fait. Le protocole vous avez donné le droit de citoyenneté. Donc, moi, j'ai fait une analyse globale des situations sans me départir de ces analyses socio-culturelles qui tirent vers le bas au lieu de tirer vers le haut. C'est pourquoi je dis Faure a fait un pas de géant. Et je crois que quand il parviendra à créer une alternance positive au Togo, que ce soit dans son camp ou dans le camp de l'opposition même, qui prennent le pouvoir à travers une élection démocratique, il restera dans l'histoire. Parce que les gens comprendront, voilà l'œuvre qu'il a fait pour le pays. Alors moi, je dis quelquefois, il est venu réparer ce que papa a mis à l'air, alors que c'est lui qui devait avoir la main de pouvoir le faire. L'opposition, à cette époque, ne pouvait pas avoir la main de le faire parce qu'ils allaient être zigouillés, comme on le dit. Donc, moi, je dis, donnons le temps au temps. Normalement, la nouvelle constitution lui donne un mandat de plus, voilà. Après celui-ci... Un dernier mandat, après celui-ci. Mais avant d'aller vers ce dernier mandat, moi, ce que je souhaiterais est que la classe politique soit suffisamment réunis autour de leur constitution et de leur loi, qu'il y ait un consensus très fort autour des lois électorales, autour du processus même électoral.
Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que je devrais demander à Ford de faire un effort considérable par rapport à cela, pour que les prochaines élections ne soient n'est-ce pas, exemptes de toute contestation. C'est parce que c'est possible. On gouverne pendant 50 ans après pour passer la main à l'opposition, pour ne pas faire pérenniser des choses. Mais évidemment, moi je suis d'accord pour ça, je suis partisan, mais il faut que ça soit que le peuple choisisse cela. Oui. Il faut laisser le peuple choisir cela. Le pouvoir par essence, quand on l'a, on veut le conserver, le pérenniser. Emery Olabi, c'est vrai officiellement, après ce mandat, il faut encore un autre mandat. Doit-il travailler pour que l'opposition prenne le pouvoir, vous voulez dire? Avec le cas de figure que nous voyons déjà avec ce qui arrive à Guillaume. Il n'a pas travaillé à ce que l'opposition prenne le pouvoir. Il a travaillé à mettre en place un cadre politique assez transparent pour permettre une organisation d'élections transparentes et qui gagne. Ce n'est pas à lui de décider de l'opposition. Mais lui, il fait son travail, il met en place des structures, il met en place toutes les conditions de garantie et de sécurité nécessaires pour organiser le jeu démocratique, et le meilleur gagnera. Alors, que doit faire l'opposition pour essayer de ressortir, disons, des centres des abîmes que nous observons? Se restructurer, qui doit prendre le lead, Agboyome ou quelqu'un d'autre, voilà, qui ne s'entendent pas diviser. Voilà. Ils doivent s'entendre. Nous, on ne peut pas décider pour eux. On ne peut pas d'ici estimer que celui-ci est mieux ou pas. Évidemment, dans la peau d'un analyste. Oui, dans la peau d'un analyste. Moi, je serais toujours réaliste et très relativiste sur la question, en partant sur le fait qu'il peut y avoir de nouvelles donnes, de nouvelles figures. Et actuellement, je pense qu'il ne serait pas bien de ramener à la tête comme leader d'opposition quelqu'un comme Guillaume Kojo. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit l'image qu'il faut actuellement. Oui. Il faut... Et s'il travaille à rebondir, parce qu'on avait vu, si Jean-Pierre Fabre, par le passé, quand même tenait le haut du pavé avec ça, sans doute avec l'effritement, c'est une place qui a été laissée pour qu'il en vienne là. Aujourd'hui. Les jours à venir, les mois à venir seront assez déterminants. Parce que nous aurons encore sous peu les élections législatives. D'ici 2 ans, on aura les élections législatives. Et à ce moment-là, on observera réellement quelle est la qualité de l'opposition. Si ça continue, s'ils continuent dans leur mésentente, dans leur distension, dans leur incompréhension, je pense que définitivement ça va... Boulevard ouvert pour fort. Voilà, c'est ça. La Messissé, que doit faire l'opposition pour essayer de rebondir? Qui doit prendre le lead, selon vous? Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une concertation dans l'action. La concertation dans l'action. Il ne faut pas une opposition, celui-là va de l'autre côté, l'autre va de l'autre côté. Parce que l'objectif devait être la transparence du fichier électoral, la transparence du processus électoral. Ils doivent s'entendre autour de ça d'abord. C'est extrêmement important. Parce que tout ce qui fait l'alternance, c'est le processus électoral. Justement. Et les lois qui sont autour de... Parce que c'est tout l'ensemble qu'on appelle processus électoral. Oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle le cadre politique. Voilà. Donc l'opposition doit s'entendre. C'est-à-dire que ce qui est dangereux est de s'entendre. Il ne faut jamais s'entendre pour avoir un candidat unique, d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Mais que le processus électoral soit transparent, de telle sorte que, après, au lendemain des élections, qu'il n'y ait pas de contestation. Qu'ils s'entendent autour de ça. S'ils travaillent autour de ça, je crois qu'ils vont gagner la confiance d'abord de Ford, parce que Ford n'a rien à gagner. Le dernier mandat qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, l'essentiel est que l'environnement sociopolitique est déjà suffisamment assaini. Il n'y aura pas de chasse à la sorcière après, etc. Non, c'est fini. Je crois que le Togo est en train d'amorcer un pas vraiment vers la modernité électorale. Il faut... D'ailleurs, quand tu vois la constitution du Togo, c'est meilleur que beaucoup de constitutions en Afrique de l'Ouest. D'accord. Seulement, c'est le Togo, il y a des mains. C'est ça. Merci à vous, Lamine Cissé. Je rappelle que vous êtes écrivain, expert en communication politique. Vous étiez donc avec nous sur ce plateau en face de Emery Olabi, lui qui est donc juriste spécialiste des questions internationales. On parlait du Togo, notamment des déboires de Agboyome Kojo, chef de file de l'opposition. Quel avenir pour l'opposition au Togo? Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce plateau de Angle de vue. À un autre numéro. Au revoir.